pourquoi cette traversée précipitée du Pacifique? Car enfin, il y en a encore des choses à explorer, à connaître. Il y en a encore des zigzags constructifs à faire. Mais c'est qu'à bord, ça va très mal. Il n'y a pas que les marins disciplinés, les officiers, les hommes habituels de la Pérouse. Il y a les savants. Tous les savants sont encore à bord, les botanistes, les médecins, les astronomes, les océanographes, car il y a déjà des océanographes, des gens qui mesurent les courants. Or, à l'époque, le savant n'est pas un homme qui va sur le terrain. Le savant est un homme de cabinet. Le savant, c'est lui qui fournira des articles à l'encyclopédie. Et pour eux, c'est la grande aventure. Et cette grande aventure, ils la prennent assez mal. C'est pas confortable, un bateau. Ils ont pris toute la place. Pour eux, pour leurs instruments. Le livre de l'amiral de Brossard, qui parle de l'expédition de la Pérouse, donne en annexe la liste des instruments scientifiques qui ont été emportés au cours de... C'est ahurissant. Ça devait envahir toutes les cales des bateaux. Alors, les marins n'ont plus de place, on ne peut plus accrocher leur hamac, ils dorment mal, ils mangent mal, car les vivres sont tout de même extrêmement rationnés. Ça va très mal à bord. Et finalement, les savants ont obtenu gain de cause. Dégoûté, la Pérouse, qui s'entend très mal avec eux, a décidé de rapatrier tout le monde et de mettre fin à cette expédition, quitte à en monter une autre plus tard. Mais à Macao, un bateau français a été envoyé par Louis XVI pour donner des instructions précises à son commandant, à la Pérouse. Il doit remonter entre la Tartarie, qui est l'Asie, d'abord la Chine, bien sûr, et au nord, il y a la Tartarie, où les Russes sont arrivés, où ils ont fait des établissements de pêche, où ils ont déjà créé au Kamtchatka la ville de Petropavlovsk, et les instructions de la Pérouse sont de remonter le long de la mer de Chine, le long de la côte du Japon, si possible d'y toucher terre, et enfin de se rendre en Tartarie, au Kamtchatka, à la ville de Petropavlovsk, où on l'attend. On remonte donc le long de la côte d'Asie. On visite Formose, les Formosans, ces êtres étranges, qui ne sont ni des Japonais, ni des Chinois, qui sont un petit peu entre les deux, et quand ils sont Chinois, ils souhaitent être Japonais, quand ils sont Japonais, ils souhaitent être Chinois. Et puis, ils passent le détroit qui était connu, le détroit entre Corée et Japon, le détroit de Tsushima, et enfin, ils touchent à l'île de Yezo, l'île la plus nord du Japon. C'est un exploit. Le Japon s'est complètement fermé aux Européens. Après avoir toléré à la fin du XVIe siècle les visiteurs chrétiens, après avoir supporté qu'une certaine christianisation du pays soit faite, le Japonais a rejeté complètement la civilisation occidentale. Il est interdit aux Occidentaux de mettre les pieds au Japon, sous peine de mort, de décapitation. Seuls quelques marchands hollandais ont reçu le droit de commercer avec le Japon. Ils gardent ce droit précieusement et il leur coûte très cher. Il leur coûte très cher dans leur conscience, car une des conditions absolues que mettent les Japonais pour laisser mettre le pied sur leur territoire, c'est de fouler aux pieds le crucifix. Et on sait ce que ça représente pour un chrétien de l'époque de fouler aux pieds le sacrifice. Évidemment, fouler aux pieds le crucifix à l'époque de M. de Voltaire paraît moins sacrilège que ça ne paraissait au XVIe siècle. Mais enfin, tout de même, on n'aime pas beaucoup ce genre de manifestation et le roi très chrétien n'aimerait pas beaucoup que son commandant le fasse. Il touche juste terre à Yezo et il en repart rapidement, montant entre le Japon et la Tartarie, c'est-à-dire l'actuelle côte russe du Pacifique. Et là, il tente un peu ce qu'a fait Cook en Nouvelle-Zélande.
On lui a décrit des fjords, car il y a dans les îles au nord du Japon, je pense par exemple à Sakhalin, il y a des fjords, et l'amiral, le commandant La Pérouse, est persuadé que c'est pas seulement des fjords, qu'il y a des passages. Et il tente un passage, et il réussit, le premier, à franchir le passage, très dangereux, très malcommode, entre Yezo, la plus nord des îles japonaises, et l'île de Sakhalin, et il passe dans ce passage, qu'il appellera d'ailleurs détroit de La Pérouse, et il atterrit dans l'île de Sakhalin, qu'il croit être le Kamtchatka. Vous regarderez la carte, et vous verrez que cette île de Sakhalin, on pouvait la croire attachée au continent asiatique. Et là, les instructions de Louis XVI font merveille. Il rencontre les pêcheurs. Ces pêcheurs, ce sont les Aïnous, ces blancs un peu albinos du nord du Japon qui ont été massacrés plus tard par les Japonais. Et ces pêcheurs, il les traite avec tant d'urbanité, de générosité. Il leur donne des plantes, il leur donne des instruments, des outils. Et il est accueilli avec fraternité avec ces hommes, par ces hommes envers lesquels il se montre fraternel. Et un vieux pêcheur à qui il demande où il peut trouver les Russes, lui dit « Mais c'est en Tartarie que vous trouverez les Russes. Mais nous ne sommes pas ici en Tartarie. » « Ah non, dit le vieux pêcheur, ici c'est mon île. » Et le pêcheur dessine l'île. Et il montre bien par son dessin que Sakhalin est séparée du continent asiatique. Et La Pérouse appellera des détroits entre l'île de Sakhalin et l'Asie, la côte asiatique, l'appellera la Manche de Tartarie. Et au XIXe siècle, quand cet atlas a été fait, ce détroit s'appelait encore la Manche de Tartarie. Alors, il s'aperçoit qu'il a fait une erreur de navigation, ou plutôt que les renseignements qu'il avait étaient faux, qu'il n'est pas au Kamtchatka. Il rectifie sa trajectoire, il va au Kamtchatka, et là, c'est l'accueil inattendu, étonnant. Feu d'artifice, réception, coup de canon comme pour un chef d'État, et il apprend qu'il a été nommé amiral par Louis XVI. C'est la raison pour laquelle Louis XVI lui avait demandé de venir en territoire ami, et le territoire ami le plus proche de Macao, c'était le territoire russe qui appartenait à ce moment-là à la Grande Catherine. Petropavlovsk, escale primordiale, car c'est à cette escale que l'on doit d'avoir tout su sur le voyage de La Pérouse. En effet, il débarque là ses livres de bord, il débarque là toutes les observations scientifiques des savants qui se trouvaient à son bord. Ça le débarrasse, ça fait de la paperasse en moins. On débarque aussi des instruments. Il débarque ses cartes, il débarque le récit de ses découvertes, la position des îles qu'il a rencontrées, le dessin de la côte d'Amérique, et tout ceci, il le confie à son interprète de russe, qui est le vice-consul français en Russie, qui est M. de Lesseps. M. de Lesseps, qui est le grand-père de Ferdinand de Lesseps, qui ouvrira plus tard le canal de Suez. Les découvertes scientifiques de La Pérouse ont été essentiellement des découvertes physiques. C'était le début de cette science qui allait révolutionner la science et la civilisation occidentale, le début de la physique expérimentale et de la chimie de synthèse. C'était donc le tout début, c'est l'époque de Lavoisier, c'était donc le tout début des véritables recherches scientifiques dans le domaine de la physique et de la physique des océans en particulier. La Pérouse a rapporté des notions très précises sur les courants, sur les mouvements particuliers des marées, qu'on connaissait extrêmement mal, sur la différence entre la houle et le clapot, sur la marche des typhons. Il a vraiment rapporté une somme de connaissances océaniques remarquables. On peut dire au fond qu'il n'a pas été un grand découvreur de terre, bien que sa carte de la côte ouest de l'Amérique reste un modèle. Mais il a été un grand découvreur d'océans. Au moment même d'ailleurs où on commençait à considérer que l'océan avait une valeur, alors qu'auparavant c'était juste une voie de passage pour aller trouver des terres nouvelles. Et M. de Lesseps va traverser toute la Russie, et il va mettre 13 mois à le faire. Il va traverser toute la Russie d'Asie, toute la Russie d'Europe, pour rapporter en France les documents de son commandant et le récit de ce voyage. Ce sera un des deux seuls survivants. Un des deux seuls hommes partis en mission du roi Louis XVI et du peuple de France
qui reviendra et qui reverra la France. Le premier, c'est Monge. Monge qui avait le mal de mer au départ. Tellement le mal de mer qu'arrivé aux Canaries, c'est-à-dire à peine quand on partait, on l'a déposé à Tenerife et il est revenu en France. Et puis de Lesseps qui reviendra par la voie de terre. Car ces hommes qui embarquent maintenant de nouveau vers le sud, car leurs instructions sont d'essayer de gagner l'Australie et d'aller vérifier la carte de Nouvelle-Zélande qu'a rapporté Cook, tous ces hommes vont mourir. Ils partent, en effet, vers le sud, et ils arrivent dans un archipel non connu encore. C'est l'archipel qu'il appelle l'archipel des navigateurs. Il est très bien accueilli, il peut appliquer les consignes de Louis XVI, des rapports avec les habitants. Pourquoi n'a-t-on pas gardé ce nom merveilleux d'archipel des navigateurs? Plus tard, on le débaptisera et on l'appellera l'archipel des Samoa. C'est Samoa dans lequel il apprend la grande civilisation du Pacifique. Il est mis au courant des rites et il les décrit. Et il est en bon rapport avec les habitants. Jusqu'au jour, on ne sait pas pourquoi, un drame se produit. Depuis plusieurs jours, les habitants étaient désagréables, sans qu'aucune provocation n'ait été faite.